et bienvenue dans le podcast Un sabot après l'autre. Moi, c'est Mélanie Gobet, je suis journaliste et passionnée d'équitation depuis toute petite. Il y a quelques années maintenant, j'ai découvert l'univers de ce qu'on appelle l'équitation éthologique. Depuis, j'ai rencontré de nombreuses personnes inspirantes qui s'impliquent sans relâche pour que le bien-être du cheval soit au cœur de la pratique de l'équitation. J'avais donc envie de leur donner la parole pour que tous les amoureux des chevaux puissent les découvrir et profiter de leurs connaissances si précieuses. Saviez-vous qu'un cheval ne devrait pas rester plus de 4 heures sans manger? Mais alors comment faire pour qu'il ne devienne pas obèse? C'est la question que s'est posée Agnès Dellinger que je reçois dans cet épisode 7. Anya est collaboratrice scientifique auprès du Haras national suisse d'Avenches et a notamment travaillé sur des sujets comme le slow feeding et les box sociaux pour les étalons. Avec elle, nous avons aussi parlé de mode de détention, de lecture des mimiques de nos chevaux ou encore de futures études à venir sur leur personnalité. J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à découvrir toutes ces connaissances. En tout cas, je peux vous dire qu'on aurait encore pu continuer des heures puisque la discussion après l'enregistrement a duré environ le même temps que ce podcast. Alors bonne écoute! Bonjour Anya, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Alors avant de te donner la parole, je vais brièvement te présenter. Donc tu es collaboratrice scientifique au Haras national suisse d'Agroscope à Avenches et tu as étudié les sciences équines. Avec toi aujourd'hui, on va parler de ton parcours, mais surtout de plusieurs de tes projets, dont un qui porte sur la problématique comment manger 16 heures par jour sans grossir. Alors peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivée déjà à faire ce métier? Alors moi je suis passionnée de chevaux depuis toute petite, comme beaucoup d'entre nous. Après ma matu gymnasiale, je voulais faire écuyère, mais en fait à ce moment-là, j'ai pas trouvé d'écurie, de place d'apprentissage avec une philosophie d'entraînement de chevaux qui me convenait. Puis en fait, c'est un peu par hasard. Mon papa, il avait entendu parler d'une toute nouvelle formation en agronomie avec option sciences équines qui était proposée par la Haute École des Sciences Agronomiques à Zollikofen, c'est à côté de Berne, en plus c'était pas trop loin. Puis j'ai dû faire une année de stage dans une exploitation agricole et après j'ai fait 3 ans d'études pour devenir ingénieur agronome avec la spécialisation en sciences équines. Puis en fait, à la fin des études, j'ai eu vraiment de la chance et j'ai direct été engagée au Haras national suisse, un peu le job de rêve comme collaboratrice scientifique. Alors c'est un métier qu'on connaît peut-être pas forcément très bien. Est-ce que tu peux un peu développer et puis nous expliquer ce que c'est ton rôle au sein du Haras? Alors en fait, je fais partie du groupe de recherche qui s'appelle Equidé. Donc en fait, nos tâches, c'est principalement la recherche, l'enseignement et le conseil. Donc moi, je m'occupe principalement du bureau de conseil cheval. En fait, c'est une adresse email et un numéro de téléphone que tout le monde peut utiliser. En fait, tous les propriétaires d'Equidé, ils peuvent nous contacter pour nous poser n'importe quelle question et on essaye d'y répondre. Donc ça peut être sur l'alimentation ou bien la planification d'une écurie, un conseil en élevage ou un problème juridique ou des choses comme ça. Et puis parallèlement, on donne des cours pour les amateurs, les étudiants et les professionnels et puis on rédige des articles scientifiques et des articles pratiques. Puis en fait, la tâche principale du Haras, vu qu'on est au sein d'Agroscope, c'est vraiment la recherche équine. Et on conduit des projets de recherche très très appliqués, donc vraiment des tests de râtelier, des choses très proches du terrain. Puis aussi des études sur des sujets plus pointus, par exemple sur la cognition du cheval ou la personnalité, par exemple. Avant de parler en détail de la problématique de l'alimentation, est-ce que tu peux nous dire peut-être un peu plus sur qu'est-ce que tu as déjà fait comme études? Là, tu as cité 2-3 exemples, mais peut-être 2-3 autres choses sur lesquelles tu as travaillé déjà. Alors moi, personnellement, je participe principalement aux projets de recherche qui sont appliqués, comme on dit, par opposition à la recherche fondamentale. Et en fait, il s'agit vraiment de trouver des solutions pragmatiques, puis aussi un peu innovantes pour améliorer encore et toujours les conditions de vie des chevaux. Donc en fait, c'est trouver comment on peut répondre le mieux possible à leurs besoins dans le contexte domestique, trouver le meilleur compromis entre le bien-être du cheval et aussi un peu le bien-être de l'humain qui doit s'en occuper. Là, par exemple, la première étude que j'ai faite, c'était le test d'une paroi de box qu'on a appelée box sociale. En fait, c'est une paroi spéciale qui permet aussi aux étalons qu'on a au Haras d'avoir des interactions sociales, donc vraiment d'avoir des contacts physiques entre eux,
même si il reste encore détenu en boxe individuelle. On va passer au cœur du sujet, ton exposé intitulé « Manger 16 heures sans grossir ». Donc déjà, peut-être pourquoi ce titre ? Comment est venue l'idée de cette, alors on va pas dire étude, mais de cette problématique ? Ouais. Alors en fait, les gens qui appellent le bureau de conseil ou qui suivent nos cours au HARA, ils nous font partager leurs expériences et aussi leurs questionnements et les problèmes qu'ils ont. Ça nous permet de rester très proche du terrain, puis ça nous donne toujours des idées de thématiques qu'on doit soit aborder dans la recherche ou aborder dans le transfert de connaissances. Ce qui nous aide aussi un peu à définir, à cibler les études qu'on va faire ou les thématiques qu'on va aborder, c'est aussi le bon réseau qu'on a avec d'autres chercheuses et chercheurs dans le monde entier. Comme ça, on est un peu au courant des thématiques actuelles. Enfin bref, pour revenir à ta question, il y a de plus en plus de propriétaires de chevaux qui sont maintenant conscients que pour rester en bonne santé, le cheval il doit pouvoir manger pratiquement en continu, donc les fameuses 16 heures par jour. D'ailleurs, il y a des études qui montrent clairement que s'il a le choix, un cheval, il ne va pas faire de pause sans manger de plus de 4 heures. Donc ça, c'est chouette. Donc l'idéal, ça serait de donner du foin et de l'herbe à volonté aux chevaux. Malheureusement, c'est pas possible pour tous les chevaux. Il y a quand même beaucoup de chevaux. Si on les laisse manger du foin à volonté, ils vont devenir beaucoup trop gros. Et puis le surpoids chez le cheval, en fait, ça apporte les mêmes problématiques que chez l'humain. Donc on va avoir des chevaux qui vont avoir des problèmes articulaires à cause de la surcharge pondérale, un manque de motivation, des troubles métaboliques. Chez le cheval, il y a aussi une forme de diabète qui existe, la baisse du système immunitaire, etc. Donc, faut trouver des solutions pour ces chevaux-là. Alors, on va peut-être pas réussir à aller vraiment en détail ici, mais si jamais je sais que ta petite conférence où tu résumes tout est disponible sur Internet, je mettrai le lien dans la bio du podcast. Mais est-ce que pour les gens à qui ça parle pas forcément, tu peux nous expliquer pourquoi c'est important pour un cheval de pas être privé de nourriture pendant plus de 4 heures ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'estomac du cheval, il produit des acides digestifs en continu. Donc s'il y a des longues pauses sans ingestion de nourriture, il va y avoir une acidification de tout le tractus digestif, pas juste l'estomac, mais aussi plus loin dans le système digestif. Et cette acidification, ça augmente le risque de développer des ulcères. Donc ça commence à être un peu connu. Ce qu'on sait moins, c'est que cette acidification, ça va aussi perturber la flore intestinale, détériorer l'absorption des éléments nutritifs, puis ça peut aussi poser problème pour la synthèse de vitamines. Donc ça, c'est d'une part les conséquences physiques, quand les chevaux ils doivent jeûner trop longtemps. Et puis sur le plan mental, un cheval qui a des longues pauses sans nourriture, il va s'ennuyer, puis il va être frustré parce que ce besoin de mastication, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'ADN du cheval. Il doit mastiquer X fois par jour. Donc, s'il ne peut pas le faire, ça va causer des troubles du comportement. Donc, très connus, c'est les tics, les stéréotypies, les chevaux qui tiquent à l'air ou à l'appui. Mais il y a aussi d'autres signes de mal-être et de frustration qui peuvent apparaître. Par exemple, les comportements agressifs entre les chevaux. Ça peut être un signe que quelque chose ne fonctionne pas. Ou des chevaux qui vont être tout d'un coup agressifs avec l'humain. C'est aussi un signe de mal-être. Et alors, on a compris, pour tous les chevaux, c'est pas forcément possible de leur laisser à volonté. Quelles sont les solutions concrètes pour rendre possible de manger pendant 16 heures sans avoir des problèmes de surpoids ? Alors, il n'y a pas de solution miracle, mais il y a quelques pistes. Déjà, on peut commencer par augmenter les besoins. Un cheval, c'est comme l'humain, plus il va utiliser d'énergie, plus il va dépenser d'énergie pour son exercice physique, plus il pourra manger, du coup. Mais il n'y a pas que la dépense d'énergie pour le travail physique, il y a aussi la dépense d'énergie pour les fonctions vitales, par exemple pour maintenir sa température corporelle. Donc en gros, un cheval qui reste dehors quand il fait froid en hiver, il va dépenser beaucoup d'énergie pour maintenir sa température et il pourra manger un peu plus. Ce qui est aussi important avec un cheval qui a tendance à grossir, c'est du coup de lui donner des aliments moins riches. Donc la première chose à faire, ça va être de réduire ou même d'enlever complètement le grain, qui est un aliment très riche, concentré en énergie. Et puis on peut aussi opter pour un foin qui est coupé un peu plus tardivement, qui est aussi un peu plus riche en fibres et du coup un peu moins riche en sucre. Comme ça, il pourra en manger un peu plus aussi.
Et ce qu'on peut faire, qui fonctionne bien aussi, c'est de remplacer une partie de la ration de foin par de la paille ou de mélanger les deux. Parce que la paille, c'est un peu comme du pain sec pour nous. C'est un peu moins appétant et moins riche en énergie qu'un grand bout de gâteau. Autre chose qui commence à venir un petit peu plus dans l'alimentation du cheval, c'est de leur donner des branchages. Donc des bouts de bois, du bouleau, du charme, du peuplier, du noisetier. Il y a quelques essences comme ça qu'on peut leur donner sans risque, parce qu'elles ne sont pas toxiques. Et ça permet au cheval d'être occupé à grignoter du bois, mais sans qu'il ingère trop d'énergie. Ok. Après, il y a encore peut-être 2 autres approches, plus dans la technique ou dans le management comme on affourage. La première chose, c'est les automates. Donc ces automates à foin qui s'ouvrent et qui se ferment, qu'on peut programmer électroniquement. Ça permet de répartir les repas sur 24 heures pour qu'il n'y ait pas des pauses trop longues. Et puis un dernier point, c'est un peu celui auquel je me suis le plus intéressée, c'est ce qu'on appelle le slow feeding. Donc en anglais, ça veut dire alimentation ou affouragement lent. Puis là, l'idée, c'est de ralentir en fait mécaniquement l'ingestion de foin. Le plus connu, c'est le filet à foin. Donc, dans ton exposé, tu parles pas mal du slow feeding. Peut-être si tu peux nous expliquer déjà qu'est-ce que tu as fait pour faire cet exposé, par quoi tu es passé en fait. Alors l'idée avec cet exposé, c'était déjà de sensibiliser les gens à la problématique, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore conscients que c'est un problème quand le cheval il n'a plus rien à manger entre 20h au moment quand on quitte l'écurie et le lendemain matin à 6 ou 7 heures. Donc ça, c'était la première chose, la sensibilisation. Et après, j'ai regardé en fait les études scientifiques qui avaient déjà été conduites sur ce sujet-là pour un peu voir qu'est-ce qui existait déjà. Et puis parallèlement au Hara, j'ai aussi, avec plusieurs étudiantes et stagiaires, testé beaucoup de ces systèmes. Parce qu'il n'y a pas seulement le filet à foin, en fait, il y a aussi, par exemple, des bacs en plastique avec des trous, ou des espèces de tonneaux qu'on peut suspendre aussi avec des trous. Il y a aussi des systèmes avec des grilles. Enfin, voilà, on a essayé de tester plusieurs de ces systèmes pour voir ce qui existe et puis voir finalement est-ce que c'est efficace ou pas. Est-ce que c'est trop embêtant pour l'humain à remplir ou pas? C'est surtout ça le grand challenge. Tu as parlé de sensibilisation, c'est aussi un point que je voulais évoquer. Est-ce que tu as l'impression que les mentalités évoluent à ce sujet sur voilà, le mode de détention des chevaux, peut-être des distributions de foin plus fréquentes, parce que c'est quand même quelque chose qu'on a tous vu, voilà, les 2 rations de foin matin et soir, et puis le cheval, en fait, il se retrouve à être pas mal d'heures sans rien. Oui, alors clairement, moi je trouve qu'il y a de plus en plus de propriétaires de chevaux qui sont conscients que le cheval ne doit pas rester trop longtemps sans manger. Pas que pour l'alimentation, on est aussi de plus en plus nombreux à avoir compris que les contacts sociaux, c'est pas juste une option sympa pour le cheval, mais que c'est vraiment fondamental pour son bien-être. Peut-être qu'avec l'épisode Corona, ça va nous aider aussi à être un peu plus empathiques à ce niveau-là. Ne pas vouloir être confiné. Exact. Ouais, le mouvement, c'est la même chose. On sait que pour rester en bonne santé, le cheval il doit pouvoir se déplacer au pas une plus grande partie de sa journée. Donc oui, je pense que les mentalités évoluent, mais je vois encore beaucoup d'endroits où ça doit évoluer encore plus pour le bien des chevaux. Mais alors, à quelle, si on peut dire, conclusion t'es arrivée par rapport au slow feeding? Il y a quand même pas mal d'interrogations encore qui restent sur ce mode de fonctionnement pour nourrir les chevaux. Alors les quelques études qui ont été faites et les tests qu'on a fait au Hara, ils montrent que ces systèmes de slow feeding, type les filets à foin, ça ralentit effectivement l'ingestion, mais parfois ça ralentit pas vraiment assez. En fait, les chevaux ils s'habituent et on doit des fois changer de système, leur rendre la vie encore un peu plus compliquée pour que ça ralentisse suffisamment. Alors il y a encore plein de questions ouvertes par rapport à ce slow feeding. L'usure des dents. Il semble que les systèmes métalliques, ça use effectivement les dents. Alors, est-ce que c'est vraiment très grave ou c'est juste des toutes petites usures? Ça, on ne sait pas trop. On se pose aussi des questions de savoir est-ce que ça userait les gencives ou les vibrisses. Alors, de ce point de vue-là, pour l'instant, il n'y a encore aucune étude qui a été conduite. Je pourrais parler après encore du futur à ce niveau-là. La frustration, c'est aussi une grande question. Une des critiques, c'est que c'est hyper frustrant de ne pas pouvoir manger le foin à la vitesse que le cheval y veut.
Ça, c'est une question qui est importante et très intéressante, mais au final, c'est vrai qu'il faut toujours un peu faire des compromis, quoi. Est-ce que c'est pire d'avoir mal au ventre parce que la pause était trop longue, ou bien d'être un peu agacé parce qu'il faut manger au travers d'un filet? Mais c'est des questions légitimes qu'il faut se poser. On parle aussi beaucoup de la position bizarre dans laquelle ils mangent les chevaux. Donc ça aussi, c'est des questions qui doivent encore être étudiées. Pour l'instant, on n'a aucune donnée scientifique, en fait. Et puis, je crois que c'est en projet, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux que vous cherchez, ou vous avez cherché des participants pour étudier ce slow feeding plus profondément. Si tu peux nous raconter ce qui se passe. Alors ça, c'est ma collègue Marie. Elle a débuté une thèse de doctorat là, sur la thématique du slow feeding. Et en fait, elle va justement étudier un très grand nombre de chevaux, dont la moitié va manger du foin dans un filet, et l'autre moitié, elle mange du foin normal, sans filet. Donc ça s'appelle en science le groupe contrôle. Et en fait, le but de l'étude, c'est d'examiner les différences entre ce groupe de chevaux filet et ce groupe de chevaux contrôle, et notamment de regarder la santé musculaire et squelettique des chevaux. Donc elle va travailler avec un ostéopathe, de regarder aussi le comportement des chevaux, est-ce qu'ils sont plus frustrés, moins frustrés, de regarder l'état des jambes et des gencives, etc. Donc pour cette étude, en fait, vu que l'idée c'est de voir les effets à long terme, elle cherche effectivement des écuries qui sont d'accord de participer, donc des écuries qui affouragent les chevaux depuis déjà de nombreuses années avec des filets, et des écuries contrôle qui ont le même nombre de chevaux, qui ont à peu près le même mode de vie, mais qui mangent du foin sans filet. Donc si y a des gens qui écoutent, qui veulent participer, ils peuvent contacter le Hara, et je les mettrai en contact avec Marie. Ok, c'est plutôt en Suisse alors En francophonie, elle se déplace. Ok. Ça marche. Et ça, c'est une étude qui va être faite sur le long terme, donc on n'aura pas des résultats. Enfin, c'est un truc qui est... Ouais, c'est une thèse de doctorat, donc en principe, dans 3 ans ou 2 ans et demi, on devrait avoir des résultats, j'espère. D'accord. Ok. Toi, tu as aussi, par tes recherches et par tes études, beaucoup étudié le mode de détention des chevaux. On en a un petit peu parlé déjà, mais pas beaucoup. Alors, un peu la question piège, dis-nous. Qu'est-ce que c'est le mode de détention parfait pour nos chevaux ? Ouais, effectivement, c'est la question piège. Mais je m'y attendais, alors ça va. En fait, déjà, premièrement, quel que soit le mode d'hébergement, il faut que les besoins fondamentaux du cheval y soient pris en compte le mieux possible. Donc, on a dit manger 16 heures par jour sans faire des pauses de plus de 4 heures sans manger, pouvoir se déplacer au pas un peu toute la journée, avoir des contacts sociaux, mais vraiment des interactions sociales avec d'autres chevaux, avoir de l'air pur, pas trop de poussière, etc. Puis, en fait, une fois que les besoins de base sont couverts, c'est vraiment de notre responsabilité, donc la responsabilité de chaque propriétaire de cheval, d'observer son animal et d'évaluer en fait si le mode de vie actuel il lui convient ou pas. Donc en fait, le cheval, avec son comportement, ses postures, sa santé, c'est lui qui va nous dire si ça lui convient ou pas. Donc en fait, il faut observer le cheval. Il n'y a pas la solution idéale, il y a une solution qui va ou qui ne va pas pour un animal. Et puis pour ça, il faut apprendre à le lire, à évaluer les signes de mal-être. Puis ça, c'est des choses qui s'apprennent. Justement, en tant que propriétaire, des fois, c'est pas toujours facile de faire juste, de trouver la bonne pension. On est facilement un peu perdu. Comment s'y retrouver, justement? Observer son cheval, c'est peut-être une solution? Ouais, vraiment. Je pense qu'il faut pas trop se laisser dicter. Quand on vous dit ouais, ça c'est la meilleure solution, faut vraiment un peu, des fois aussi écouter un peu ses tripes, ouais. Et puis voir si le cheval il se sent bien, s'il reste en bonne santé, s'il interagit avec son environnement, s'il est content de venir nous voir, s'il n'est pas agressif avec les autres, pas agressif avec nous. C'est déjà des bonnes indications que c'est pas trop faux. Est-ce que pour des chevaux, ça peut être impossible de vivre en troupeau? Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, il y a des chevaux... souvent, c'est des chevaux qui n'ont pas été sociabilisés comme il faut, qui ont été isolés déjà depuis petits, qui n'ont jamais vécu avec d'autres chevaux. Pour ces chevaux-là, ça va être un immense stress de les jeter au milieu d'un troupeau. Donc ces chevaux-là, il va falloir passer par si on veut les mettre en groupe, il faudra très progressivement les habituer, peut-être d'abord dans un box avec des barreaux pour qu'ils puissent déjà un peu interagir, aussi aller sortir les chevaux en balade, côte à côte, les mettre d'abord avec un cheval très gentil, qui soit d'abord juste avec un cheval, un deuxième cheval. Enfin, il faut y aller très progressivement.
Il y a aussi d'autres situations où c'est pas idéal de détenir des chevaux en groupe. C'est par exemple quand les chevaux font que de passer en fait, dans des écuries de commerce où le cheval vient juste 1 ou 2 mois puis repart. En fait, les chevaux, ils créent vraiment des liens d'amitié comme nous en fait. Il leur faut un peu du temps pour se connaître et ils lient des amitiés très fortes. Donc si on les arrache tout le temps de leur groupe d'amis, pour aussi les gens qui changent d'écurie tous les 6 mois ou tous les 3 mois, c'est vraiment des gros stress pour les chevaux. Est-ce que tu as l'impression dans le monde du cheval que les connaissances scientifiques, elles se multiplient et puis que on commence, je dis nous les propriétaires, grâce à la vulgarisation, à avoir plus de connaissances pour améliorer le bien-être des chevaux, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Moi, je peux dire mon expérience, avant que mon cheval fasse des ulcères, je m'étais jamais vraiment posé la question quand est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il mange, etc. Ouais, globalement, je pense que le niveau de connaissance des propriétaires, il augmente. Après, on a souvent une vue un peu distordue parce que on s'entoure de gens qui réfléchissent et qui s'informent beaucoup. Mais non, globalement, je pense que le niveau de connaissance augmente vraiment. Je vois aussi les questions qui viennent au bureau de conseil. Là, j'ai un recul de 8 ans, je crois. Bah, je vois que les questions deviennent de plus en plus pointues. Donc, on dirait que le savoir de base augmente. Mais c'est sûr qu'il faut continuer vraiment encore et toujours ce travail d'information, de transfert de connaissances scientifiques vers la pratique. Il y a de plus en plus d'études scientifiques, mais il faut que ce transfert dans la pratique se fasse. Et on peut toujours s'améliorer. Je crois que le pire, en fait, c'est quand on croit qu'on sait tout. En fait, il ne faut jamais rester sur ses certitudes et toujours continuer d'apprendre, d'être curieux. Sur quoi tu penses qu'il y a encore besoin d'informations ou peut-être de recherche par rapport aux questions que tu reçois ou aux choses que tu observes? Ouais, alors là, il y a beaucoup de choses. Je vais juste donner quelques exemples. Dans la détention en groupe, on doit encore trouver des solutions vraiment pour que chaque individu se sente bien dans le groupe, que chacun puisse manger ce dont il a besoin, qu'il puisse se coucher pour dormir, aller s'abriter, etc. Faut aussi qu'on trouve des solutions pour améliorer, j'ai parlé avant du bien-être de l'humain, pour améliorer un peu l'efficacité du travail pour les humains. Enfin, quand on dit aller enlever chaque crottin, les agriculteurs ils rigolent en voyant ça, parce que pour les autres animaux, on a un peu optimisé le travail. Par exemple, nous on planche sur une idée de toilette pour chevaux, un espèce de système automatisé où les animaux seraient récompensés quand ils vont faire leur crottin au bon endroit. Enfin, on peut être innovant, quoi. Sinon, le plus important, on doit vraiment encore et toujours améliorer notre compréhension du cheval, notre lecture du cheval. En fait, mieux comprendre comment il exprime ses émotions. Donc maintenant, la douleur, par exemple, c'est quelque chose qu'on connaît assez bien, à quoi ça ressemble un cheval qui a mal. Mais c'est pas très bien décrit scientifiquement à quoi ça ressemble un cheval qui est frustré ou un cheval qui est heureux. Enfin, ils ont probablement toute la même palette d'émotions que nous on a, et pour l'instant on connaît que les émotions très très basiques. Et puis aussi, il y a, en fonction de la personnalité, il y a les chevaux ils ont des personnalités comme nous, et il y a des individus qui vont exprimer leurs émotions de manière plus expressive que les autres. Donc ça aussi, on doit s'améliorer dans la lecture des chevaux qui sont dits plutôt introvertis ou qui expriment un peu moins leur douleur, par exemple. J'étais d'ailleurs tombée sur une conférence que tu donnais et dans laquelle tu parlais des mimiques chez le cheval. Justement, comment reconnaître un cheval qui a des douleurs ou bien qui est aussi stressé. Je trouve que c'est un thème vraiment passionnant. Comment est-ce que ça nous aide en tant que propriétaire et puis comment peut-être toi tu peux l'utiliser ou tu l'observes? Ouais, à mon avis, c'est vraiment quelque chose de fondamental parce qu'on peut offrir les meilleures conditions de vie, enfin de notre point de vue, les meilleures conditions de vie possibles au cheval, un entraînement qu'on trouve être le plus respectueux, mais au final, c'est le cheval qui va nous dire si la situation, elle lui convient ou pas. Et puis comme il peut pas parler, on n'a pas d'autre choix que d'observer ce qu'il nous dit avec son comportement, avec ses postures, ses mimiques. Donc, c'est quelque chose... Je dis, moi, j'ai eu de la peine à trouver l'information. Je suis allée voir une spécialiste en Allemagne pour me former là-dedans. Donc, j'espère que ça va venir et que ça va
se disséminer et qu'on aura aussi plus de travaux de recherche sur cette thématique-là. Et aussi, un autre point que je trouve important en tant que propriétaire, je pense qu'on devrait le plus souvent possible laisser le choix aux chevaux, en fait. Finalement, c'est eux qui savent le mieux, donc ils puissent choisir s'ils ont envie d'aller se mettre à l'abri de la pluie ou pas, s'ils ont envie de manger maintenant ou dans 2 heures, s'ils ont envie d'interagir avec leurs voisins ou pas, peut-être ils ont envie d'aller se mettre dans un coin tranquille. Et puis même, on peut même l'appliquer encore plus loin à l'équitation. Des fois, on a tendance à leur dire, il faut que tu fasses ça, 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 puis quand je dis rien, tu fais rien. Mais je pense qu'un point très important dans le bien-être, je pense que c'est le cas chez le cheval, c'est vraiment le cas chez l'humain, c'est d'avoir le choix en fait de pouvoir décider des choses aussi des fois. Par rapport à ces mimiques, je crois que c'était d'ailleurs une étude du Haras, vous aviez parlé de cette ride qu'il y a au-dessus de l'œil du cheval. Mm-hmm. Ça, c'est un truc, j'avais vu cette étude et je me suis amusée à regarder des photos de mon cheval. J'ai passé toute la soirée à rechercher toutes les photos. Et il y avait vraiment des situations dans lesquelles il y avait cette ride assez forte, en rando par exemple. Et puis le lendemain, enfin peut-être pas le lendemain, mais quelques jours après, il n'y avait plus du tout. Donc est-ce que ça peut même changer d'une situation à une autre sans que ça soit quelque chose qui dure depuis des mois, en fait. C'est ça que je me suis posé comme question. En fait, c'est justement ça l'intérêt, c'est que tu l'as très bien décrit. Il y a des fois, ton cheval, il a ses rides au-dessus des yeux. En fait, c'est l'œil qui prend un peu une forme triangulaire au lieu d'être bien rond. Il y a des situations dans lesquelles il a cet œil triangulaire et d'autres situations où l'œil est plus rond. Et c'est justement ça l'intérêt, c'est que tu sais à quoi ressemble ton cheval quand il va bien, quand il est détendu. Et du coup, ça te permet, dès qu'il y a un souci, tu vas voir ce changement sur le visage du cheval. Okay. Et c'est tout l'intérêt. Donc oui, c'est pas seulement pour identifier du mal-être ou de la douleur chronique, mais aussi juste un pic de stress. Tu peux même l'observer si tu es à côté de ton cheval et tu le pinces un peu fort. Tu vas voir le changement de mimique assez rapidement. Okay. Moi, je me disais, cette ride, soit c'est là depuis des années, soit c'est pas là. Mais alors, il y a des chevaux qui, naturellement, ont un peu plus de rides, comme les humains, je pense. Bon, c'est pas tout à fait comparable, mais quand même. Donc, en fait, c'est important de connaître ces chevaux et de voir qu'est-ce qu'il fait comme tronche quand il va bien, pour pouvoir voir dès qu'il y a un changement. Ok. Et puis dans ce podcast, j'essaye vraiment de casser le clivage qu'il y a entre équitation éthologique, même si ce mot, il veut pas dire grand-chose, c'est pas le mot idéal, mais voilà, tout le monde, de quoi tu parles, tout le monde sait ce que c'est. Et puis équitation classique, j'ai l'impression que toi aussi tu travailles un peu là au milieu. Est-ce que tu travailles aussi dans ce sens-là, en fait, qu'on arrête d'opposer certaines pratiques, soit je fais du saut d'obstacle, soit je fais de l'éthologie, etc. En fait, je pense que si on veut monter sur le dos d'un cheval, on a la responsabilité de le préparer physiquement, de le muscler, de l'assouplir, etc. Pour qu'il puisse nous porter. On sait tous qu'il n'est pas fait pour ça. Il est bien gentil de le faire quand même. On doit aussi s'assurer que le matériel qu'on utilise et les méthodes d'entraînement qu'on choisit, elles ne soient pas douloureuses ni source de trop de stress. On ne peut pas éliminer tout le stress, mais en tout cas que ça ne soit pas trop de stress pour l'animal. Puis je me répète un peu, c'est un peu bateau, mais finalement, au final, c'est le cheval qui a raison, en fait. C'est le cheval qui va... Si on l'écoute, si on apprend à le lire, c'est le cheval qui va nous signifier si ce qu'on lui propose, ce qu'on fait avec lui, c'est OK ou pas. Donc, ouais, et si on constate qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'on sent que le cheval est pas bien, là, il faut avoir le courage d'aller voir ailleurs, de faire appel à d'autres professionnels, ou de faire appel aux bonnes personnes qui pourront vous aider à progresser. Et puis je pense que finalement, c'est un peu une question éthique, mais le but, c'est que le plaisir de pratiquer l'équitation, ça soit pas au détriment de la santé mentale et physique du cheval. Disons, ça serait la moindre des choses. Et puis si le cheval, il peut encore avoir carrément du plaisir à participer à nos activités, là, c'est le top. Mais... Et est-ce que dans tes études, c'est quelque chose qui est de plus en plus pris en compte, ce travail éthologique, si on peut dire, un peu dans ce sens-là? Je pense à des méthodes Andy Booth, la Sens, etc. Alors, il y a plusieurs études qui ont été conduites, par exemple, notamment pour comparer l'utilisation du renforcement positif, donc le travail surtout avec la nourriture, et le travail en renforcement négatif, dans ce qu'on utilise
tout le temps dans pratiquement toutes les méthodes. Maintenant, pris en compte... dans le domaine de l'équitation, les études actuelles, là, elles se penchent surtout sur toute la partie signes de mal-être pendant le travail. Donc là, on a par exemple au HARA aussi une étude de longue durée qui vient de débuter, qui s'appelle Right Riding. Donc l'idée, c'est d'étudier, enfin c'est sur la problématique de l'hyperflexion, de la roll cure. Et l'idée, c'est d'étudier à partir de quel degré d'hyperflexion de l'encolure ça va vraiment causer des douleurs chez le cheval. Donc ça, c'est la première partie. Et dans un deuxième temps, il y a une partie un peu technologique où le but, ça serait qu'il y ait des caméras qui filment, par exemple, les places d'échauffement dans les concours, et puis qui puissent, avec de l'intelligence artificielle, en fait, détecter les chevaux qui sont montés dans une position d'encolure dans une flexion de nuque trop prononcée, puis que ça fasse une petite alerte pour le surveillant de la piste qui puisse aller discuter avec le cavalier. Donc, à ce niveau-là, il y a un peu de recherche. Gentiment, les gens ont compris qu'il faut aller chercher des solutions chez les gens qui en ont, et puis qu'il faut être ouvert, et puis pas avoir peur de se remettre en question. Je dis pas que c'est facile, hein. C'est pas toujours facile de se remettre en question, mais on veut tous le bien de nos chevaux, et faut se faire aider par les gens qui peuvent nous aider. Et sur les réseaux sociaux, je vois, d'ailleurs, au Arras, vous essayez plein de nouvelles choses. Tu as parlé un petit peu avant d'innovation aussi. J'ai vu des parcours, si on peut dire, écurie active, du renforcement, du travail avec le renforcement positif pour vermifuger un cheval, etc. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça, de ces petits tests, entre guillemets, qui sont, je pense, pas vraiment des études en tant que telles? Ouais, exact. C'est un peu ce qu'on appelle des tests pratiques. Donc, en fait, au niveau de la détention, l'idée au HARA, c'est qu'on ait un peu des écuries modèles. Alors, c'est pas forcément que des bons exemples, on montre aussi des choses qui fonctionnent pas bien, pour que quand on donne des cours, par exemple, qu'on puisse faire visiter les écuries, présenter un peu les différents systèmes qui existent sur le marché, discuter des avantages, des inconvénients de tel râtelier ou telle paroi de boxe ou tel automate à foin, etc. Donc c'est pour ça qu'on teste souvent beaucoup de choses et on va communiquer encore beaucoup plus là-dessus ces prochaines années. C'est un projet, j'aimerais bien qu'on en parle davantage. Et puis pour l'autre exemple que tu donnais, pour le medical training ou les soins au coopératif, en fait ça c'est aussi des choses qu'on fait dans le cadre des cours qu'on donne. Là en l'occurrence, la dernière vidéo qu'on avait mise sur Facebook, c'était un cours pour les étudiants en sciences équines, pour leur enseigner justement comment faire du soin coopératif avec les chevaux. Donc ouais, c'est surtout, on essaye d'être une vitrine un peu des choses qui existent sur le marché, de pouvoir montrer les nouvelles pratiques ou les anciennes pratiques qui reviennent à la mode, pour que en fait, les gens à qui on donne des cours, les gens qu'on conseille, ils aient cette ouverture d'esprit. Ils savent qu'il existe plein de choses et qu'ils aient aussi des outils pour choisir finalement ce qui convient le mieux pour eux, pour leur cheval, pour l'écurie qu'ils veulent construire. C'est un peu ça l'idée. Ok, ça a l'air passionnant en tout cas. C'est passionnant, ouais. J'ai dit c'est vraiment le job de rêve. Ensuite, je voulais quand même te donner la parole si tu avais d'autres études, d'autres projets. On en a évoqué quelques-uns, mais peut-être d'autres études sur lesquelles tu avais travaillé ou tu vas travailler et que tu aimerais un peu aborder. Alors, il y en a beaucoup. Je peux donner peut-être un exemple. Il y a une étude qui est en cours sur la personnalité du cheval. Donc, en fait, le but, c'est de trouver des indicateurs pour faire la différence entre les chevaux proactifs et les chevaux réactifs. Donc, ça, c'est le langage scientifique, mais dans le langage courant, en fait, un cheval proactif, c'est ce qu'on appellerait un cheval extraverti, et un cheval réactif, c'est pas très intuitif, mais c'est ce qu'on appellerait un cheval introverti. Et en fait, ça part de la constatation que les chevaux réactifs, donc les introvertis, ils sont souvent mal compris. Quand ils se figent, qu'ils veulent plus avancer, on dit souvent qu'ils sont têtus, ou bien qu'ils ont juste pas envie, mais il a pas peur. L'exemple typique, c'est les ânes ou certaines... Dans les races de chevaux de trait, il y a beaucoup d'individus comme ça, qu'on peut qualifier d'introvertis. Et en fait, il y a des études en médecine vétérinaire qui ont montré qu'on sous-estime la douleur que ces animaux y ressentent, justement parce qu'ils l'expriment pas de manière aussi visible
que les chevaux qu'on dit proactifs ou extravertis. Donc là, c'est aussi une collègue, Anne-Laure, qui est en train de conduire une étude longue durée là-dessus pour essayer de donner au final des indicateurs concrets pour les propriétaires de chevaux pour qu'ils puissent identifier si leur cheval c'est plutôt un introverti ou un extraverti. Donc ça, j'ai hâte de voir les résultats parce que ça sera utile vraiment direct pour la pratique, pour les entraîneurs de chevaux, pour les propriétaires. C'est vrai que des fois c'est assez clair. Il y a des chevaux qui sont tellement extravertis qu'on n'a pas besoin de se poser la question, et puis des fois c'est un peu plus, selon les situations, un peu plus difficile à cerner. Mais la personnalité, c'est vraiment passionnant. De nouveau, je pense qu'on n'est qu'au début de la recherche et probablement qu'il y a autant de personnalités différentes chez les chevaux qu'il y en a chez les humains. Et puis probablement aussi que pour chaque personnalité, il y a un système d'hébergement qui va être plus adapté ou un système d'entraînement qui va être plus adapté. On peut bien s'imaginer qu'un cheval qui naturellement est un peu chatouilleux, a une haute sensibilité tactile, est très, très réactif à l'environnement, un entraînement avec du renforcement négatif, donc on va utiliser des pressions, des tapotements, de sticks, ça va être très très efficace et parfait pour ce cheval-là. Puis un autre cheval où quand on va tapoter avec un stick, son premier réflexe, ça va être de se figer et pas bouger. Puis plus on va taper fort, plus il va rester immobile. On peut s'imaginer que pour un cheval comme ça, il faudra trouver une autre méthode plus adaptée. Donc ça, c'est passionnant. J'avais commencé à m'intéresser à ces personnalités de Parelli. Et puis, il y a sur le site Blooming Riders qui font des formations en ligne. Il y a justement des exemples d'exercices, etc., selon les personnalités. Et puis, c'est vrai qu'une fois qu'on découvre ça, on a l'impression qu'on a découvert un autre monde. Parce qu'on se dit, ah voilà, mon cheval, il est plutôt comme ça. Et oui, c'est vrai, quand je fais ce genre d'exercice, ça marche beaucoup mieux. Et puis, quand il est comme ça va pas du tout. Donc, ouais, j'ai l'impression que c'est encore un truc... passionnant à découvrir. Là, c'est intéressant parce que Parelli, il a fait ses Horsenalities d'après ses dizaines et dizaines d'années d'expérience et les milliers de chevaux qu'il a vus et travaillés. Mais en fait, scientifiquement, on est encore loin. On n'a pas pu définir 4 cases comme il l'a fait. Donc, maintenant, là, il y a des connaissances empiriques, pratiques, et puis la science qui essaye de suivre et puis d'expliquer scientifiquement les choses que les praticiens ont déjà constatées. Ensuite, si on parle un petit peu de toi, comment toi, déjà peut-être quels chevaux, est-ce que tu as des chevaux, qui sont-ils, si tu peux un peu nous parler simplement de tes chevaux. Alors j'ai 2 chevaux. J'ai une jument qui s'appelle Étoile, qui a le même âge que moi, donc un peu plus de 30 ans. Je crois qu'elle va avoir 31 ans, là, le mois prochain. Wow. Ça fait plus de 20 ans, en fait, qu'on est presque tous les jours ensemble. C'est vraiment une belle histoire, quoi. J'ai fait toute mon adolescence avec elle. C'est aussi elle qui m'a fait... C'est toujours comme ça, un cheval un peu compliqué qui nous fait se remettre en question. Puis une fois qu'on a pris ce chemin-là, on s'arrête plus. Et j'ai aussi un hongre qui s'appelle Picasso, avec qui je fais principalement du dressage et du travail au sol. Voilà. Ok, et puis toi, qu'est-ce que c'est ta philosophie un peu avec tes chevaux? Comment tu travailles? Alors, moi, mon but, c'est vraiment de pouvoir interagir avec les chevaux, de les faire progresser physiquement. J'aime bien cette partie-là, pour qu'ils restent en bonne santé. Mais mon idéal, ça serait de pouvoir le faire sans faire de compromis sur leur état émotionnel, en fait. J'aimerais que le cheval, il n'ait pas peur, ni mal, ni soit de mauvaise humeur à côté de moi. Et justement, l'idéal, ça serait carrément que... Même si c'est du travail physique et que c'est comme nous quand on fait un workout, c'est pas toujours agréable, hein, mais j'aimerais qu'il y trouve son compte aussi. Et du coup, je m'inspire de plusieurs courants de pensée, de plusieurs hommes et femmes de chevaux pour atteindre cet objectif-là. Et puis, je dois dire que mon background scientifique, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à faire un peu le tri, en fait. Une fois qu'on connaît les théories de l'apprentissage, qu'on sait comment un cheval il apprend, qu'on connaît les différentes personnalités, quand on a un bon savoir de base scientifique, alors on va pas directement devenir meilleur cavalier, mais par contre on a des outils, des arguments pour mieux choisir en fait avec qui on a envie de travailler ou pas. Pour terminer, est-ce que quelles sont tes actualités cette année? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe un peu pour toi cette année?
Alors, je vais parler pour le Hara surtout. Là, on est en train de préparer notre journée de recherche équine. Et cette année, elle aura lieu en ligne, Covid oblige. Ça sera le 29 avril. Donc, tout le monde peut s'inscrire pour avoir un peu les actualités de la recherche équine en Suisse. Et on est aussi dans les préparatifs d'une journée qui s'appelle Equiday, qui a lieu chaque année. C'est une journée de formation continue aussi ouverte à toutes et à tous. Et cette année, la thématique, ce sera la gestion des pâturages pour chevaux. Donc, comment gérer les herbages, faire des sursemis ou pas, les plantes toxiques, etc. Et vous pouvez tous vous inscrire sur le site internet haranational.ch. Okay. Et puis, je vous conseille aussi, pour les gens que ça intéresse, de s'inscrire à notre newsletter du Hara. Comme ça, vous serez informés des cours qu'on organise, des formations, des publications qui sortent, etc. Ok, je mettrai dans la bio toutes les infos, tous les liens qu'il faut. Aussi peut-être par rapport à tes études que tu as faites, si les gens ça les intéresse de découvrir je recommande la vraiment. Filière. Alors merci beaucoup pour toutes ces informations et on se réjouit de t'accueillir une prochaine fois pour une autre étude que tu auras réalisée. Merci beaucoup à toi, Merci. Un grand merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, des retours ou des suggestions, vous pouvez aussi me contacter sur Facebook et Instagram sur la page Un sabot après l'autre. À bientôt!